On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Bonjour à tous, nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Noura Bancé. Bonjour Noura. Bonjour Laurent. Noura, tu viens de Côte d'Ivoire, tu es devenue actrice, tu as le bac avec mention, tu ne connaissais pas nécessairement le Pas-de-Calais. Noura, je ne sais même pas comment te présenter tant tu as tant de vie alors que tu as à peine 19 ans. Noura, est-ce que tu peux te présenter à nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît, avec tes propres mots? Alors, je suis Bancé Rania Noura, j'ai 19 ans. J'ai été élevée par le SAVI de Béthune, qui est le service d'accompagnement vers l'intégration de Béthune, sous l'établissement de La Vie Active, qui est aussi ma deuxième famille comme le SAVI de Béthune. Eh ben, toutes mes félicitations. Alors, tu as eu un sacré été. Non seulement tu as eu le bac, avec mention, et en plus de cela, une nouvelle vie à laquelle tu ne t'attendais absolument pas. Tu es à l'affiche de l'été de Jaya et non pas de Noura. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire, cette aventure qui est quand même absolument incroyable? Il n'y a jamais de hasard dans la vie, mais là, j'ai un peu l'impression que ça fait mentir l'adage. C'est vrai que l'été de Jaya, c'est un peu un hasard parce que c'était pas prévu, j'avais pas de rêve de grand écran ou de cinéma. Mais c'est arrivé à moi, je l'ai saisi et aujourd'hui, je suis la tête d'affiche de ce film. Alors, fais-nous un petit peu le pitch, parce que c'est pas l'été de Noura, mais l'été de Jaya, si j'ai bien compris. Ce sont deux jeunes filles qui se découvrent, qui n'ont rien à voir culturellement. Il y en a une qui vient de l'Est et toi qui viens d'Afrique, en tout cas Jaya qui vient d'Afrique. Raconte-nous ce qui se passe dans ce film qui est absolument incroyable et puis qui a eu aussi une très très belle couverture médiatique. En fait, ce film, c'est une histoire d'amitié entre ces deux jeunes filles dans un centre de demandeurs d'asile belge. Sachant que dans ces endroits-là, une amitié, c'est un peu quand même difficile. Parce que Jaya, elle est dans son monde, dans sa volonté d'avoir ses papiers, sa positive. Et Mila, qui est très solaire, qui est un peu je m'en foutiste, qui croit beaucoup en l'avenir dans cet endroit-là. Et finalement, il y a une amitié qui se noue, l'une qui est pessimiste et l'autre qui est optimiste. Et il y aura une mauvaise nouvelle aussi à un moment. Hein. Alors, ne dis pas tout, mais comment tu es arrivé dans ce film? Parce que c'est un peu le hasard, mais c'est une histoire un peu folle. Raconte-la nous, s'il te plaît. Il y avait un directeur de casting qui est venu au SAVI de Béthune pour faire le casting de certaines filles qui voudraient potentiellement apparaître dans un film ou participer. Et moi, je me retrouvais dans l'endroit, à l'administration comme ça, par hasard, parce que je devais régler un problème. Mais c'était pas mon but de participer au casting. J'étais avec le directeur Stéphane Duval. On n'a pas pu régler mon problème et donc il m'a dit, pour ne pas que tu sois venu pour rien, participe au casting. J'hésite un moment et bon, j'y vais. Et je suis prise pour la prochaine étape. Je ne sais pas trop comment parce que j'ai montré tout autre visage que Jaya. Parce que Jaya, elle est très fermée, très introvertie. Et moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis très brillante, très solaire, très ouverte. Mais je suis prise et je ne sais pas comment. Mais je me dis, je vais me prêter au jeu et je continue les étapes du casting. Il y a combien d'étapes dans le casting? Il y a eu au total 3-4 étapes. Ah, tout de même? Oui. Ok. Et en combien de temps? En un mois. C'est allé très vite. Donc, toutes les semaines, à peu près en moyenne, tu as une nouvelle étape du casting. Exactement. Toi qui viens à la base pour régler un problème qui n'a rien à voir avec Stéphane Duval, que l'on va saluer, qui est passé dans le podcast, tu te dis, une deuxième étape, pourquoi pas? Mais lorsque tu passes la troisième, puis la quatrième, est-ce que tu commences à avoir un petit peu peur? Est-ce que tu te dis, finalement, moi qui étais là par le plus grand des hasards, j'aimerais bien avoir le rôle quand même? C'est très drôle parce que à chaque fois que je passais les étapes, je me sentais confiante. J'avais un truc qui me disait que c'est moi qui allais être prise. Pourtant, c'était pas mon but de jouer dans un film, hein. Mais comment le réalisateur me parlait, les questions qu'il me posait concernant mes études, est-ce que ça me dérangeait de manquer des jours de cours et tout ça? Je savais au fond de moi que j'allais être prise, sauf que j'avais pas encore le résultat. Et il y a eu une dernière étape du casting où j'ai dû utiliser le scénario, une partie du scénario pour le mettre en scène sans décor. Et c'est là que le réalisateur, il a dit que c'est moi. C'est moi qui peux donner vie à Jaya. Et en ce moment-là, il m'a fait tout plein de petits signes
qui pouvait dire que c'est moi qui allais être prise, c'est moi qui allais avoir le rôle. Et donc, je suis sortie de là, la tête haute, confiante, quoi. Et au bout d'un moment, je m'étais prêtée au jeu, je voulais continuer, je voulais faire le film parce que j'ai lu le synopsis. J'ai vu l'histoire qui est derrière ce film et ça m'a donné envie d'être celle qui va montrer cette face-là aux téléspectateurs. Est-ce que tu t'es reconnue en Jaya? Absolument, parce que Jaya, je lui dis tout le temps, et Jaya, elle est dans son monde. Elle veut sa positive, elle veut ses papiers. Mais on oublie souvent que Jaya, elle se retrouve dans un centre de demandeurs d'asile. Et moi, qui étais dans un centre de mineurs non accompagnés, on a à peu près les mêmes craintes. On veut les mêmes choses. Sauf que on le montre et on l'exprime différemment. Et au bout d'un moment, moi, je me suis retrouvée en Jaya. C'est ce qui m'a donné l'envie de continuer, de vouloir faire ce film. Et même lors du tournage, c'est ce qui m'a donné la motivation de me donner à fond, quoi. D'aller encore plus loin, d'être celle qui va bien incarner le personnage. Combien de temps a duré le tournage? Parce qu'un film, ça se tourne pas en claquant des doigts, ça se fait pas en 2 semaines, mais combien de temps ça a duré? 1 mois et demi. Déjà, il y a eu 2 semaines d'exercice, d'apprentissage, de répétition, et 1 mois et demi de tournage, donc on va dire presque 2 mois. C'était pendant l'été, je suppose? Exactement. Histoire que tu ne rates pas les cours? Ouais, mais j'ai raté quand même. Bon, écoute, c'est pour la bonne cause, c'est pour la culture. Hein. De toute façon, le film a été très, très bien accueilli. Tu es passé dans plein de médias et tu passes encore dans plein de médias alors nous enregistrons. Oui, je suis passée sur le plateau de Arte, dans l'émission 28 minutes. Et aussi, j'ai fait RFI, France Inter, France 3 bientôt et Nouveau 19 aussi. Et maintenant vous, La Vie Active. Je crois que c'est le meilleur podcast, on peut le dire évidemment, en toute modestie. Mais en tout cas, non, trêve de plaisanterie. Félicitations parce que tu n'étais absolument pas préparé à ça. Tu n'as pas fait le cours Florent ou un autre cours. Donc, encore une fois, bravo. Tu parlais de Jaya, tu t'es reconnu en elle, mais est-ce que tu peux nous raconter ta vie, s'il te plaît, Nora? Parce que ce sont 2 destins très parallèles. Alors, tu n'es pas arrivé en Belgique, tu es arrivé non loin de la Belgique, dans le Pas-de-Calais. Mais comment tu es arrivé depuis la Côte d'Ivoire? Parce que c'est une histoire d'études, c'est une histoire de famille. Et c'est, Dieu merci, une histoire qui ne se termine pas, bien au contraire, mais qui ne fait que commencer et qui commence extrêmement bien. Raconte-nous ce parcours qui, très honnêtement, va en inspirer plus d'un et plus d'une. C'est en effet une histoire d'études, de famille, de mésententes et de mécontence aussi. Mais mon parcours, je l'ai vécu comme tous les jeunes mineurs non accompagnés de France, je vais dire. Parce que ça a été un parcours très long, terrestre, maritime. Je pense que quand je dis ça, on sait de quoi je veux parler. Et la traversée de plusieurs pays jusqu'en Europe. Parce que d'abord, il y a l'Italie. Après l'Italie et la France. Et arrivé en France, j'ai migré vers le Pas-de-Calais. Tu venais de Côte d'Ivoire? Exactement. Pas-de-Calais, Côte d'Ivoire, côté température, j'imagine que ça a dû faire un petit peu bizarre. Ça fait froid. Ça fait très froid. Mais par contre, tu as trouvé de la chaleur humaine. Oui. Avec La Vie Active. Avec La Vie Active. Et raconte-nous, parce que lorsque tu fais cette traversée, lorsque tu changes de continent, avec toutes les difficultés, et pardonne-moi l'expression, toutes les galères qu'il y a des gens qui te prennent entre guillemets en charge, une sorte d'autre famille que la tienne naturelle. Raconte-nous cette histoire, elle est magnifique. Bah oui, quand quand j'ai commencé mon périple, j'étais assez jeune. J'avais 14 ans, presque 15. Et je suis venue avec une famille. Je suis pas venue toute seule. Je pourrais pas, moi, toute seule, traverser tous ces pays jusqu'en Europe. J'étais bien trop jeune pour ça. Et donc, cette famille, comme je le dis, c'est aussi ma famille. Parce que elle m'a adoptée, elle m'a conduit jusqu'en Italie. Sauf que là-bas, on s'est séparés, mais aujourd'hui, j'ai de leurs nouvelles, je continue à leur parler. Tout se passe très bien. Ah, c'est une excellente nouvelle. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont à Paris. Donc, ils sont tout près de toi. Même lorsque tu arrives à Paris, parce qu'à un moment, tu arrives à Paris avant d'arriver dans le Pas-de-Calais, il y a quelqu'un qui te sauve la vie, si je puis dire. C'est une histoire de Facebook. C'est une histoire qui peut paraître très étonnante, mais c'est limite un film, encore plus fort que L'été de Jaya. Raconte-nous cette histoire encore, parce que c'est plein de petites histoires incroyables. Oui, c'est incroyable comme vous l'avez dit, parce que on ne se dit pas là, comme ça, que quand on va arriver sur un territoire, il y aura forcément quelqu'un qui va nous aider.
Mais je prends mon courage à deux mains comme toujours. Je demande, je me renseigne et je tombe sur une personne qui est prête à m'aider, qui est prête à me prêter son Facebook pour entrer en contact avec quelqu'un que je connaissais en France. Et c'est comme ça que je réussis à entrer en contact avec cette personne. Et cette personne demande à la personne qui m'a prêté son Facebook de m'accompagner à une gare pour que je puisse venir vers le Pas-de-Calais. Donc tu as toujours été accompagné durant ce périple? Toujours. Combien de temps il a duré le périple? Presque un an. À ton âge, à 14 ans, un an, c'est toute la vie, si je puis dire. Et puis en plus, c'est pas une croisière qui s'amuse, hein, si je puis dire. C'est vraiment quelque chose de très complexe. Qu'est-ce que tu retiens de ce périple qui aurait pu être une véritable tragédie, comme ça arrive à beaucoup de gens, et qui au final, en fait, annonce une nouvelle vie, la vie que tu vis actuellement? Déjà, c'est pas ce que je retiens de ce périple, c'est qu'est-ce que ce périple m'a apporté. Parce que d'abord, avant de venir, j'avais une grande innocence. Enfin, je prenais les choses de façon très innocente. Mais lors de ce périple, en fait, il y a tellement de choses qui se passent que tu as une maturité qui s'installe sans que tu t'en rendes compte. Mais la traversée fait que tu dois accepter certaines choses, prendre les choses telles qu'elles sont, parce que t'as pas le choix. Parce que tu peux pas faire mieux ou tu peux pas t'échapper de la situation dans laquelle tu te trouves là comme ça. Et donc, il faut juste accepter. Il faut juste comprendre, accepter et pas trop se poser de questions. Il n'y a pas de retour en arrière. À 14-15 ans, ça doit être extrêmement difficile, très sincèrement. C'est difficile. C'est difficile d'autant plus que tu es loin de ta famille. Il n'y a pas ta famille, il n'y a pas de soutien familial. Tu es seul, tu es avec des gens qui deviennent ta famille parce que situation oblige, tu es obligé de te familiariser avec certaines personnes pour continuer. C'est ce qui te donne le courage, la force de continuer. Lorsque tu arrives sur le sol français, quelle est ta première réaction? Tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Oui. C'est compréhensible. Mais est-ce que tu trouves, la question va te paraître un peu idiote, mais tu sais que la devise de notre pays, c'est liberté, égalité, fraternité. Est-ce que tu trouves cette égalité entre toi et moi et cette fraternité lorsque tu arrives au début? Je parle du tout début parce que tu as découvert une nouvelle famille, donc la fraternité, tu l'as avec la vie active, entre autres. Mais est-ce que tu as découvert ça? Vraiment, ça t'est paru évident ou est-ce que tu t'es dit, ça va pas être facile? Bah oui, hein. Je l'ai découvert dès la frontière. Parce que je le dis tout le temps, à la frontière, il y a eu des contrôles, il y a eu des policiers qui sont venus pour des contrôles, mais ils n'ont pas été méchants. On nous a laissé passer. Ils ont juste dit, emmenez là dans un centre de mineurs non accompagnés parce que j'étais assez jeune et je pouvais pas m'en sortir toute seule en France, à part faire la manche, quoi. Et donc, cette fraternité, je l'ai vue, je l'ai vécue, notamment avec cette dame qui m'a aidée à la gare, qui a prêté son Facebook. Tous ces signes du destin. Et puis, l'été de Jaya, où tu viens pour un problème administratif, tu vois, j'en bafouille, et puis tu es à l'affiche, et tu passes dans les grands médias. Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui? Tu te dis, j'ai une chance inouïe, ou est-ce que tu te dis, en fait, je dois être un modèle, j'ai pas le choix, il faut que je change le monde à ma manière, avec humilité, mais je ne suis pas venu là pour jouer, c'est le cas de le dire, les seconds rôles. Comme Stéphane Duval, il me dit tout le temps, j'ai une mission. Je pense qu'il a raison. Je me dis que faut vraiment avoir une grande chance, une sacrée grande chance, pour passer les étapes aussi facilement comme je le fais. Tu penses sincèrement que c'est de la chance entre toi et moi, Noura? Non, c'est pas de la chance. Je le répète encore, Monsieur Duval, il m'a dit que j'avais une mission. Et la mission, je la connais pas encore. J'espère la connaître très bientôt. Mais je pense que c'est cette mission qui m'a amenée jusqu'en France et m'a facilité les étapes de mon périple jusqu'à ce que j'arrive au SAV de Béthune. Et même au SAV de Béthune, il y a plusieurs choses qui ont été très faciles pour moi. Par exemple, les études, je m'en sortais très bien. J'ai eu la récompense du mérite du département. J'ai été à la CNCDH. J'ai fait plein de choses au SAV. Je pense que c'est cette mission qui m'appelle en fait et qui me permet d'accéder aussi facilement à ces étapes. Parce que franchement, entre nous, c'est vraiment difficile de se dire que on va arriver en France et tout sera aussi facile pour nous. Cette mission dont tu parles, elle est pas un peu lourde sur les épaules? Si. C'est une grande responsabilité, c'est une pression que je vis tout le temps parce que je me dis que j'ai peut-être droit à une erreur, mais pas 2 fois. Je peux pas me permettre de faire n'importe quoi, je peux pas me permettre de
ne pas avoir conscience de ce que je dois faire dans ce monde. C'est pour ça que je dis tout le temps, j'ai cette expression, de vouloir changer le monde. C'est vrai que c'est difficile de changer le monde, mais j'ai espoir d'y arriver. Tu parlais du SAVI de Béthune, alors rappelle-nous ce que c'est que le SAVI, s'il te plaît, c'est le service d'accompagnement vers l'intégration. Voilà, donc c'est Stéphane Duval qui est passé, je le redis, dans le podcast et que l'on salue évidemment Stéphane, le boss comme on l'appelle, qui est un homme plein d'humanité et qui a toujours défendu la cause des enfants avec beaucoup de talent et de brio comme il sait le faire. Lorsque tu arrives au SAVI, comment ça se passe? Tu te dis où est-ce que j'ai atterri? Alors évidemment, tu as vu bien pire évidemment pendant cette traversée, mais qu'est-ce que tu te dis quand tu arrives au SAVI? Déjà arrivé au SAVI, j'ai vu plein de jeunes et d'Ivoiriens aussi comme moi. Ça m'a un peu rassurée. Mais j'avais un peu peur. J'avais cette appréhension-là de ne pas savoir ce que je vais faire ici, comment ça va se passer pour la suite, qu'est-ce qu'il en sera de moi après. Mais au fur et à mesure, je m'épanouissais, je m'adaptais, j'étais très contente, je me suis plu, quoi. Combien de temps ça a duré le SAVI? Tu y es encore aujourd'hui? Non. Mais je suis encore suivie par le département. Donc il y a encore ce suivi sur mesure, personnalisé. Qu'est-ce que tu retiens de tes années SAVI? Parce que tes années SAVI, en parallèle, tu as repris les cours, hein. Tu es retourné à l'école, hein, que ce soit clair. Oui. Et en France. Exactement. Et alors là, la jeune Ivoirienne qui a traversé, qui a vu des choses absolument incroyables, qui a grandi en un an, tu as dû prendre 10 ou 15 ans de maturité par rapport à tes copains qui ont 14-15 ans quand tu y arrives. Noura, entre toi et moi, tu t'es pas dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là avec ces gamins? Si, parce que moi, j'avais déjà une maturité et je les voyais tellement enfants, tant bien que j'avais presque leur âge, mais je me disais, mais je sais pas ce que je fais ici, est-ce que c'est ma place là, est-ce que... Et donc, à la suite de cela, je voulais faire un bac pro, parce que pour moi, c'était plus logique d'aller en pro pour continuer et plus tard travailler dans 2-3 ans, je sais pas moi. Mais Duval, il s'est opposé. Il s'est carrément opposé, il a dit, si on t'a mis dans cette école générale, c'est que tu as le potentiel et tu as les capacités de t'en sortir là-bas. Et donc, il faut continuer dans cette lancée. Et j'ai pu m'adapter avec les lycéens ou collégiens français, hein, parce que au bout d'un moment, on s'intègre. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir, à penser comme eux. Mon innocence, elle a refait surface en ce moment-là. Qu'est-ce que tu gardes de cette période-là? Ça forge, quoi. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais même être avec des enfants, ça apporte un plus. Ça forge, parce que moi, j'avais 15 ans, mais on m'a quand même mis au collège. Mais j'ai appris en étant là-bas. J'ai appris parce que il y avait des choses qu'on faisait au collège que même au lycée en Côte d'Ivoire, on ne le faisait pas. Et donc, j'apprenais. Je me cultivais, je faisais de la culturation, quoi. Et ça te plaisait, sincèrement, ou tu t'es dit, c'est quand même pas évident? Il y a quelque chose qui m'ennuyait un peu parce que pour moi, je connaissais et donc c'était un peu trop redondant de revenir là-dessus. Mais on ne perd rien en apprenant. On ne perd rien en apprenant et donc je faisais. Mais il y a aussi des choses que j'avais jamais fait, sachant que moi j'ai arrêté l'école presque en 3e en Côte d'Ivoire avant de venir ici. Et donc, il y a des choses que j'avais jamais fait en Côte d'Ivoire que je faisais là en 3e ici. Et donc, ça me plaisait vraiment. Donc, il y avait de la découverte et pas uniquement culturelle. Il y avait aussi de la découverte en matière d'éducation. On fait un petit saut de quelques années. Tu as le bac, tu as la mention bien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, je suis à l'Université catholique de Lille, à la Catho Lille, en médias, culture, communication. Tu te destines donc à la communication? Oui. Je ne le savais pas, la Catho, qui a une excellente réputation en France, c'est une école privée. Et là, tu as une bourse grâce à Areli, c'est ça? C'est ça. Areli, c'est déjà un bailleur social. Déjà, on dit le programme Émergence d'Areli. En fait, le programme Émergence, c'est pour les étudiants qui sont dans des difficultés, qui n'ont pas une très bonne situation sociale, pour leur permettre de financer leurs études et aussi d'avoir des stages, des alternances, parce qu'il y a des entreprises qui sont en partenariat avec ce programme. Et donc, c'est facile, quand on est dans ce programme, d'avoir un travail ou un stage ou une alternance. Du moins, c'est moins difficile parce qu'on sait à quel point les étudiants galèrent pour trouver un stage, une alternance. C'est moins difficile. C'est moins difficile. Donc, on salue Areli. Donc, c'est un bailleur social qui est dans le Nord, si j'ai bien compris. Oui. Entendu. Félicitations à Areli.
Ces études de communication, ce sont des études qui ouvrent à tout, donc quelque part tu as aussi le champ des possibles qui est totalement ouvert. Tu viens d'être à l'affiche d'un film, tu enchaînes les interviews, tu débutes tes études à la Cato. Qu'est-ce que tu dois faire dans 10 ans, Noura? Dans 10 ans, je me vois défendre une cause, défendre peut-être des causes, pas seulement qu'une seule, parce que il y en a plusieurs qu'il faut défendre dans ce monde. Et aussi, je me vois peut-être actrice, peut-être. Tu parlais de cause à l'instant même, d'une cause ou de plusieurs causes. Il y a la cause de la vie active qui te tient à cœur. Si je te dis la vie active, qu'est-ce que tu me réponds justement? Tu me disais une famille, ça c'est vrai, et c'est magnifique, mais qu'est-ce que tu me dirais d'autre? Humanité. La vie active, c'est une institution très humaine, parce qu'il faut avoir de l'humanité pour faire tout ce qu'on fait, parce que la vie active, elle travaille avec plusieurs personnes, des personnes en situation de handicap, des vieilles personnes. Si on n'a pas un cœur humain, c'est vraiment difficile de faire ça. Parce que quelquefois, on se dit humain, mais on n'y arrive pas quand on est face à des personnes en situation de handicap ou de vieilles personnes. Et donc, si la vie active réussit à elle toute seule faire tout ça, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que humain, quoi. Eh bien, écoute, merci à toi, Noura. On va se quitter sur cette humanité. Merci, Laurent. Ça a été un véritable plaisir de faire ce podcast. Un plaisir partagé. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez soutenir la vie active parce que vous l'avez vu, il y a des magnifiques success stories, comme on dit là-bas aux États-Unis. Noura en fait partie. Donc, vous pouvez soutenir la maison en envoyant un don. Comment on fait? C'est très simple. On va sur vieactive.fr et on clique dans la rubrique don. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Et je le rappelle, il y a évidemment une déduction fiscale. Donc, allez-y, allez-y, allez-y. Puis, si vous voulez soutenir le podcast, c'est très simple. 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify. Et Noura, merci encore une fois à toi. C'était passionnant. Merci à toi, Laurent. À très bientôt pour un nouvel épisode d'On est là pour vous, le podcast de l'association La Vie Active.